Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer encore la série des bilans d'intersaison. 25e épisode et un épisode un peu particulier. On va parler des Lions de Détroit aujourd'hui. Cependant, on n'est que entre nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, je suis accompagné par Doug. Salut Doug. Salut l'équipe, salut à tous, salut PA, salut Alex. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Tranquille, c'est cool. On t'a à nouveau, après avoir fait l'épisode sur les Packers. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Doug a dit qu'il ferait un compte Twitter si la vidéo YouTube ferait 1000 vues. Donc n'hésitez pas à aller trafiquer les ventes, de trafiquer les vues, pardon. Et ce sera très bien comme ça. On veut intégrer Doug sur le meilleur réseau social du monde. Je rigole, évidemment. Mais voilà, donc sinon youtube.com/lefrontoffice si vous avez envie de voir Doug. Et aujourd'hui on est aussi accompagné par PA. Salut PA, comment vas-tu ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien après avoir fait l'équipe perdante en AFC Championship. Je fais l'équipe perdante en NFC Championship, donc je serai là pour remonter le moral des supporters des Lions. Très bien, bah tu fais bien. Et qui avait fait les Niners ? J'ai un doute. C'était moi. C'était toi ? Donc toi tu fais tous les... Ouais, ok. T'as juste pas fait les Chiefs, quoi. Les Chiefs c'était Doug. Et voilà. C'est ça, ouais. Donc il est là pour parler des vainqueurs et également des Lions aujourd'hui et des Buccaneers la dernière fois. Donc tu vois, tu fais pas que des gagnants. Ah, ça va, que ça soit les Buccaneers ou les Lions. C'est des bonnes saisons. Si on nous avait dit ça au début de saison, on aurait dit ok pour tout le monde là. Totalement. Bon, on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas été écouter le dernier épisode, c'était les Jaguars qui est sorti il y a 2 jours. N'hésitez pas à aller l'écouter. On avait Antoine de Jaguars France qui était avec nous et Anto également. C'était un épisode assez cool. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, du coup, c'est les Lions. On présente pas d'invités aujourd'hui. Ça a été un peu compliqué de trouver des invités pour les 32 équipes. Donc là on arrive aux équipes où on n'a pas forcément trouvé quelqu'un, c'est pas grave, on a des gens en Doug et PA qui ont quand même un peu suivi la saison et qui peuvent parler des équipes. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des Lions. Et pour la prochaine fois, si vous êtes fan des Lions, n'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires sur YouTube ou sur Spotify. On regarde ces commentaires et ça nous fera plaisir. Pour le format, du coup, on garde le même format que d'habitude. On va parler de la saison 2023, faire un point sur l'intersaison avec les différents besoins, le cap space, et avant de parler de la free agency et de la draft, et de voir si en 2024, les Lions peuvent faire mieux. Bon courage pour faire mieux, parce qu'ils ont quand même fait une très bonne saison, mais il y a encore du chemin pour s'améliorer. Pour la saison 2023, nos amis de Détroit ont fini en 12-5 et une place en Conference Championship côté NFC. Une très belle saison. Une victoire contre les Rams au wildcard, une victoire contre les Tampa Bay de Doug, les Bucks de Tampa au Divisional Round avant de perdre contre les 49ers. PA, je vais te laisser la main d'abord. Comment est-ce que toi, tu as vu cette saison des Lions ? Plutôt une bonne saison. On attendait une équipe qui allait faire les playoffs. On espérait pour les Lions qui remportent la division. Et au final, ils ont fait les deux. Et ça a même été mieux puisqu'ils ont eu 2 matchs à domicile. Donc ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas eu de match à domicile. Il y avait une ambiance de dingue. C'était vraiment bien pour cette équipe, pour cette jeune équipe. Et du coup, ouais, cette année, ça a plutôt bien cliqué, j'ai trouvé. Doug, toi, t'en as pensé quoi ? Alors toi, évidemment, les Lions, c'est pas forcément un bon souvenir de ta saison. Mais voilà, comment toi t'as vu les Lions dans cette saison ? 2 victoires contre Tampa d'ailleurs, hein, puisque vous étiez aussi en saison régulière. Vas-y, merci d'en rajouter. Avec plaisir. Effectivement, ouais, 2 victoires contre Tampa. Non, franchement, après, il n'y a pas photo sur le coup. Les 2 fois, ils sont largement meilleurs. Très belle saison des Lions. C'est une équipe qui me semble sympathique. On les a suivis l'année dernière avec Hard Knocks. On a vu Campbell, on voit Campbell en conférence de presse et tout. On a envie de boire des grosses bières avec lui à la fin des matchs. C'est une équipe qui paraît vraiment sympathique et moi j'aime bien aussi Jared Goff. Je trouvais qu'il a été assez maltraité par les Rams et donc je suis très content qu'il ait rebondi comme ça aux Lions. Et effectivement, saison historique, 32 ans sans victoire en playoff.
J'étais à peine né, quoi, voilà, quand ils avaient fait leur dernière victoire. Donc, c'est très, 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 très positif. Un groupe très jeune et un Campbell qui semble vraiment fédéré autour de lui. Et puis voilà, il manque, on va dire, les 2 petites dernières marches. Au moins aller faire un Super Bowl. Ils seront jamais allés. Ça serait pas mal. Totalement, totalement. C'est vrai que c'est donc, je vais répéter un peu ce que vous dites, mais une top saison, une saison où on les attendait pas forcément aussi haut. On pouvait s'attendre à ce qu'ils progressent par rapport à leur saison dernière où ils avaient fait 9-8, pas de playoff, mais de là à faire une saison comme ils ont fait en 12-5, enfin voilà, je pense pas qu'on s'y attendait énormément. Après, quand on voit au fur et à mesure de la saison, si on veut faire un peu le parcours, ils sont en 6-2 à la bye, avec des défaites contre Baltimore, une défaite contre Seattle, mais une victoire lors de l'opener contre les Chiefs. On s'est dit, oula, est-ce que c'est les Chiefs qui vont avoir une saison difficile? Au final, saison difficile des Chiefs, on voit ce que ça donne. Ou est-ce que c'est les Lions qui vont avoir une bonne saison? Les Lions ont eu quand même une bonne saison. Des victoires au milieu contre les équipes contre qui ils doivent gagner. Et dans la deuxième partie de saison, tu fais 6-3, globalement à peu près pareil. Tu perds contre Green Bay, contre Chicago, contre Dallas. Voilà, globalement, une assez bonne saison. Un 4-2 dans la division, du coup. Ouais, c'est assez surprenant la défaite contre Chicago, surtout qu'on est quand même en plein milieu de la saison, on est le 10 décembre, tout le monde est rodé normalement, mais tu perds 28-13 à Chicago. Ouais, c'est un petit peu surprenant, mais bon, ça leur coûte pas tant que ça, vu que derrière ils jouent quand même à domicile, donc tant mieux, parce que sinon ça aurait pu piquer, quoi. C'est le genre de match qu'on peut regretter. Ouais, et avant, et un peu après aussi, tu perds contre Dallas le soir du 31. Ouais. Tu te dis, je sais pas moi ce qu'on peut se dire à ce moment-là, mais quand on regarde la saison un peu de loin, on se dit oula, c'est un test avant les playoffs. Tu perds contre Dallas. Vrai. Qu'est-ce que ça va donner lors du reste? Après, effectivement, Dallas, si tu passes un tour, tu sais que tu les vois pas après, donc ça aide. Mais voilà, quand tu vois les Rams qui sont chiants à jouer, les Bucks qui sont chiants à jouer, et que tu perds contre les Cowboys 2 semaines avant, tu peux avoir un peu peur. Au final, ça s'est très bien redressé, et avec 2 victoires avant de perdre contre San Francisco dans un match aussi serré. Donc voilà. Est-ce que PA, tu as quelque chose à rajouter sur cette saison? Ouais, alors, c'était au niveau de la draft 2023, on avait un peu critiqué ou rigolé les choix de draft du front office, parce que les choix avaient été estimés, pris peut-être, enfin beaucoup de reach en tout cas, notamment en premier tour, en prenant Jahmyr Gibbs en pick 12 et Jack Campbell en pick 18. Il s'avère que du coup, leurs 2 premiers rounds sont des titulaires imposés directement. Et en fait, je pense ce qu'il faut comprendre avec ce front office-là, c'est que eux, ils s'en fichent un petit peu de l'endroit où ils sont à la draft. S'ils aiment un joueur, ils le prennent parce qu'ils vont estimer que ce joueur-là va être parfait dans leur système et va s'imposer directement. Donc effectivement, c'est vrai que prendre un running back en pick 12, on a tous dit « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Et au final, Jahmyr Gibbs, il s'est imposé. Il a eu un début de saison où ils l'ont laissé un petit peu au frigo, et là pour le coup tous les observateurs se sont dit bah mince, qu'est-ce qu'ils font avec ce mec là, justement parce qu'il était pick 12, il était premier tour. On s'est dit bah c'est bizarre, il met beaucoup Montgomery sur le terrain mais assez peu Gibbs. Il a eu 7 portées sur les 2 premiers matchs, et puis à un moment donné, je sais pas, ils ont décidé de le sortir et il a eu je sais plus 30 touchés entre les courses et les réceptions sur le match 3 ou 4 de mémoire. Donc c'est là en fait on s'est dit ok, bon en fait il va l'utiliser un peu comme il le souhaite selon les matchs. Il les a intégrés au fur et à mesure. Jack Campbell, c'est pareil, il a commencé un petit peu timidement et puis il est monté en puissance. Je préfère même pas développer sur Laporta et Branch, ils ont fait des saisons quasiment all-pro. C'est juste hallucinant. Laporta, il s'est imposé directement comme l'un des meilleurs tight ends de la ligue, directement. Top 3, j'ai pas peur de le dire. Et Branch, il s'est imposé directement dans le backfield défensif, qui a été un point faible, on y reviendra là-dessus. Donc, tout ça mis bout à bout, en fait, ils ont drafté 4 joueurs d'impact immédiat. Donc, dans une équipe, qui comporte du coup 22 joueurs sur le terrain, c'est juste énorme. Donc, leur draft a été une vraie réussite pour le coup sur 2023. Faut sonder de la tête que parfois ils décident de reacher. Ouais, mais si c'est le gars qu'ils veulent, ils le prennent et tant pis en fait. Eux,
faut comprendre leur réflexion par rapport à ça. Après, au niveau de la saison, il y a eu, c'est vrai, des défaites un petit peu étranges, des hauts débats. Goff qui a quand même enchaîné entre du coup la saison 2022 et la saison 2023. Je me perds avec les saisons NFL. Il a enchaîné 389 passes, 383, sans être intercepté. Ouais. C'est le troisième meilleur de tous les temps là-dessus, derrière Rodgers qui était à 402 et Brady à 399. Donc voilà, il a lui aussi, comme l'a dit Doug, il aime bien Goff. J'aime bien aussi ce qu'il propose, ce qu'il fait, ce qu'il amène. Alors oui, effectivement, c'est pas un QB coureur. Comme d'autres peuvent l'avoir dans la ligue. Il est pas, on peut dire avec des grands guillemets, moderne, mais il apporte une sérénité qu'il avait peut-être pas avec les Rams. Je pense qu'il a lui une certaine maturité aussi. Donc voilà, on l'a dit depuis de nombreux mois, on a l'impression que ce trade-là entre Stafford et Goff a été un win-win pour les deux. Je pense aussi, effectivement. Et là, on verra sur la draft 2024, mais ça y est, le trade de Stafford a été pris par les Lions, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus 2 fois de premier tour. Mais voilà, ils ont su capitaliser et maximiser sur ces pics-là. Et on voit ce que ça donne maintenant. Ça a été une équipe un peu Cendrillon, une très belle équipe à voir. Donc, hâte de voir la suite. Ouais, pour le trade de Stafford, tu parlais de Jahmyr Gibbs et de Sam Laporta, les deux viennent directement de ce trade-là, puisqu'ils avaient le pick numéro 6, qu'ils ont échangé avec les Cardinals pour le pick 12, ils récupèrent Jahmyr Gibbs avec, et dans le pick, ils récupèrent aussi le deuxième tour qui devient Sam Laporta. Donc ouais, c'est un win-win, plus maintenant pour les Lions, même si les Rams ont quand même gagné un Super Bowl. Ouais, ça, on considère win-win parce que les Rams ont gagné le Super Bowl, mais du coup, les Lions se sont construits une vraie équipe pour durer dans le temps, donc c'est chouette. Totalement. Bien sûr, parce que Jared Goff, pour rebondir sur ce truc que tu disais, il a que 29 ans déjà, alors qu'on a l'impression que ça fait une éternité qu'on le voit dans la ligue, mais il va faire un Super Bowl sur les premières saisons, ou la première ou la deuxième saison où il est avec les Rams, ça ils arrivent 4. Donc ça va très vite. Et là, il fait quand même 4500 yards, 30 touchdowns, 12 interceptions. Au niveau du QB rating, il est 11e. Alors oui, il court pas, mais je suis désolé, c'est le genre de QB qui est allé au Super Bowl et qui a de grandes chances de pouvoir y retourner. La saison où, j'aime souvent le dire, mais la saison où Brady il gagne le Super Bowl avec les Buccaneers, la dernière année là, l'avant-dernière année qu'il joue, il fait 6 yards à la course sur la saison. Parlez-moi de QB moderne. Globalement, les QB, les QB, ils ont bien gagné 100. Évidemment, la ligue change, mais voilà, tu as quand même besoin d'avoir un mec qui te lance la balle au bon endroit et qui fait peur aux défenses d'une autre manière que de stack the box, où au final, quand le QB il a la balle, ça court, et quand le running back a la balle, ça court aussi. Donc, avoir de la diversité, c'est toujours pratique. Mais ça, c'est vraiment un débat qu'on pourra avoir lors d'un live, je pense, Doug. Ouais. On aura le temps d'en parler lors de la saison sur différents projets. Je pense qu'on a fait le tour sur cette saison 2023. On va pouvoir parler de l'intersaison. Les Lions avaient 52 millions de cap disponibles avant le début de la free agency. Est-ce que vous voyez des besoins clés au niveau de cette free agency de cette off-season de manière générale? Free agency, draft. Est-ce qu'il y avait un besoin particulier? Doug, je vais te laisser commencer cette fois. Ouais, clairement, on voit ils perdent quand même ce match contre les Niners parce qu'ils se font un petit peu cramer à la passe. Donc, défense de passe, de couverture de passe, voilà, il y avait quand même un besoin de ce côté-là de venir renforcer, que ça soit cornerback et même safety. Donc, ils l'ont plutôt bien adressé, je dirais, en commençant par la free agency. Allez, je me lance du coup avec mon joueur. Hein. Moi, je parlais de Carlton Davis et qui parle des Bucks. Il part des Bucks, c'était le cornerback numéro 1 à Tampa. On ne pouvait pas lui signer son gros contrat étant donné qu'il y avait beaucoup de monde à re-signer. Mais voilà, on va dire qu'eux, ils récupèrent un cornerback numéro 1, du coup, avec la free agency. Et dans la free agency, ils arrivent également à re-signer 3 joueurs majeurs. Donc, re-signer Goff, re-signer Sewell. Putain, j'arrive. Pinay Sewell. Ouais, excusez-moi, je vais y arriver. Pas mal celui-là.
Pinay Sewell, le tackle qui en très peu de temps aussi s'est imposé comme une référence au poste. Donc très gros joueur et aussi Amon-Ra St. Brown qu'ils ont re-signé, tout en re-signant Campbell et en gardant Ben Johnson qui est le coordinateur offensif qui a été courtisé dans tous les sens et qui a préféré, comme il l'a dit lui-même, récolter les lauriers de ce qu'il a fait. Donc bonne mentalité et je pense que ça peut être gagnant, quoi. PA, de ton côté, est-ce qu'il y avait un besoin? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Doug dit de manière générale ou Complètement d'accord. Les besoins, pour moi, n'étaient pas sur l'aspect offensif. Ils étaient plus sur l'aspect défensif. Que ce soit sur le pass rush, parce que du coup, j'ai regardé le match contre les Niners, justement, pour me remettre dedans. Et on voit qu'en deuxième mi-temps, outre le fait que les DB et les safety soient un peu cramés, un petit peu de talent. Au niveau de la pression, Hutchinson était vraiment tout seul. Donc du coup, les Niners, ils ont juste eu, et je mets des gros guillemets en disant juste, quand on voit le talent du joueur, mais ils l'ont double teamé et après c'était fini. Et ça se voyait, la pression ne devenait plus du tout sur le QB des Niners. J'ai oublié son nom. Brock Purdy. Merci. Bon, pourtant on a parlé des Niners. Mais la pression venait plus du tout sur lui et ça a aidé finalement au retour des Niners sur ce match. Sur la saison, ils finissent 23e en nombre de sacs faits contre l'équipe adverse au niveau de la défense. Ils sont 29e contre la passe en termes de yards et par contre ils sont 2e de la ligue contre la course, pareil en nombre de yards. Donc il y a un vrai point fort en défense et il y a un énorme point faible qui pour le coup a été résolu en partie ou complètement. Ça, on verra sur le terrain, mais en tout cas, voilà, le front office a bien vu qu'il y avait un souci. Ils ont décidé de prendre des joueurs en conséquence. Du coup, j'avais aussi Carlton Davis, donc je vais plutôt parler moi de Marcus Davenport et DJ Reader, donc 2 joueurs sur la ligne défensive. DJ Reader qui est pas un pass rusher, mais qui va s'imposer encore contre le jeu de course, donc ils vont encore solidifier cette partie-là au niveau de leur défense. Par contre, Marcus Davenport, ça va être un vrai bel ajout pour faire souffler un petit peu Hutchinson, pour avoir aussi une deuxième menace réelle sur la ligne défensive. Et pour le coup, je rajouterais également Houston, qui est l'un de leurs linebackers qu'ils ont depuis plusieurs années. L'année précédente, donc il y a 2 ans, il a fini avec 8 sacs. Et c'est vrai que cette saison, j'avais l'impression de ne pas l'avoir beaucoup vu. Effectivement, il s'est blessé mi-septembre pour revenir que pendant les playoffs. Donc ils ont aussi perdu ce joueur-là qui était extrêmement important sur l'aspect de la pression au niveau du quarterback. Donc si cette année, il arrive à rester en bonne santé, ils vont avoir 3 très bons joueurs au niveau du rush envers le quarterback. Ça peut aider en termes de pression, en termes de sac et par effet domino, d'aider également le backfield défensif parce qu'on sait que quand le QB adverse n'est pas en bonne position pour lancer, il y a quelques canards ou quelques saucisses qui peuvent être envoyés et donc du coup plus facilement interceptés. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs positifs que vous avez aimés? Moi, c'est juste de mon avis, on en a parlé un peu, mais Amon-Ra St. Brown, 30 millions. Quand je vois ce que tu as aujourd'hui à 30 millions, St. Brown, ça me paraît incroyable. Je le trouve sous-coté par rapport à ce qu'il est dans la ligue. Il est payé à sa juste valeur, mais je le trouve un peu sous-coté au niveau de l'opinion publique. Peut-être que c'est juste une mauvaise perception que j'ai, mais je le trouve trop fort. Et voilà, donc tu payes quelqu'un à 25 ans qui a déjà prouvé, et puis trop fort. 30 millions, c'est quoi? C'est le contrat de Ridley à peu près? Non, c'est le contrat de Waddle. Ridley, il est à 35. Non, Ridley, il est à 23. Calvin, non, il a payé beaucoup, beaucoup plus chez Titans. Ouais, il me semble que c'est plus de 30 ans. Il est à 35. Impossible. Sérieusement? Ouais. C'est pour ça que j'étais content que c'est une pas Patriots. C'est pas ce tarif-là, en tout cas. Non, c'est parti des chiffres et des lettres. Millions, non, je crois 23 millions par an, il est. 23? Ouais, mais il a payé... il a eu 50 millions garantis. Mais c'est 23 par an. C'est 92 millions sur 4 ans. Ouais. Enfin, bon, ça reste cher. Okay. Et du coup, alors, ça fait un peu punition par rapport à sa finale de conf, mais je suis content qu'ils aient pas re-signé Josh Reynolds. Justement, en revoyant le match, il t'a fait un match horrible, absolument horrible.
Je sais que les supporters des Lions, ils essayent de pas avoir de regrets sur la finale de conf parce que c'est chouette d'y aller et tout ça. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils peuvent quand même avoir des petits regrets et qu'il y a des tentatives en 4e et 3, ou je crois qu'il y a eu 2 fois en 4e, où Reynolds, il est visé, il l'a dans les mains, il la relâche, il la drop, on peut appeler ça comme on veut. C'est pas passé loin et c'est dommage, il fait plutôt une bonne saison, mais bon, bah voilà, ils vont passer à autre chose, ils vont avoir un autre receveur et tant mieux. Et ben là où je suis pas trop d'accord avec toi, moi, c'est la partie que j'ai pas aimé de leur free agency, moi, c'est perdre Josh Reynolds, mais surtout de pas l'avoir remplacé. Parce qu'aujourd'hui, t'as Amon-Ra St. Brown, t'as Jamison Williams qui est toujours là, qui est un peu encore un projet, et être là en receveur 2 déjà. Alors ton receveur 2, c'est sûrement Laporta, certes, mais voilà, il sera pas sur le terrain tous les plays. Et après, ton receveur 3, c'est Khalif Raymond, derrière c'est Donovan Peoples-Jones, après c'est Antoine Green, Tre'Quan Smith, Maurice Alexander, Tom Kennedy, enfin voilà, je vais pas aller plus loin, mais globalement, c'est assez faible. Et je pense que Josh Reynolds, pour le prix qu'il coûtait, c'est-à-dire je crois 2,5 millions à peu près, bon, il a préféré aller 4,5 millions. Il a préféré aller aux Broncos, où il aura sûrement plus de temps de jeu, sûrement une meilleure place dans la rotation, certes, mais au final, je pense que la place, il l'avait déjà dans la rotation et il avait un rapport avec Jared Goff qui était déjà là, plutôt que d'aller aller se chercher la moitié de tes ballons par Zach Wilson, l'autre moitié par un rookie Bonix qui démarre parce que Zach Wilson n'est pas assez bon. Je pense que tu te mets dans une situation un peu merdique. Donc voilà, j'ai un peu du mal avec ce départ parce qu'il n'a pas été remplacé après, que ce soit dans la free agency ou dans mes souvenirs, il n'y a pas eu de receveur non plus dans la draft. Donc, non, je vais en parler. Très bien. Non, mais après, sûrement qu'il compte sur Jamison Williams, sur le fait qu'il step up aussi. Le mec, il a été pris au premier tour, il faut le rappeler. Pareil, pick 12 comme Gibbs. Cette année, il finit à 354 yards sur la saison régulière. Donc, c'est beaucoup trop peu. Alors, effectivement, il a eu des problèmes sur sa première saison. Il a eu aussi quelques blessures. Ouais, il est arrivé blessé, ouais. Oui. Blessé, et puis il avait été comment dire... suspendu par la Ligue sur les 8 premiers matchs de sa première saison. Donc voilà, il y a ça. Je pense que lui, voilà, il va rentrer dans sa 3e année. Pour moi, il prend la place sur le 2e receveur et je mets Laporta en tant que tight end, mais c'est pareil, oui, Laporta, c'est un deuxième receveur dans l'absolu. Et je pense que voilà, Dan Campbell, il compte sur lui pour prendre la place de Reynolds et puis prendre les catchs que faisait Reynolds. Totalement. Mais il a très bien fini sur les playoffs. Il a fait des très très bons matchs de playoffs. Donc voilà, en espérant qu'il surfe là-dessus pour la prochaine saison. Je pense qu'il va peut-être probablement utiliser Gibbs aussi plus en receveur. On en entendait beaucoup parler lors de sa draft que il était pris en tant que running back slash receveur. C'est pour ça qu'il l'avait pris en 12. Parce qu'en tant que receveur, il aurait pu tomber en 12. Peut-être qu'ils vont l'utiliser peut-être plus comme ça et on verra un jeu un peu différent du côté des Lions. Doug, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé lors de cette free agency de la part des Lions ? Pas vraiment, et même au niveau de la draft, vous allez voir, c'est quand même assez difficile de retenir, je trouve, quelque chose d'assez négatif sur cette intersaison des Lions, parce que pour le coup, on a l'impression qu'ils ont solidifié ce qu'ils avaient déjà, et qu'en plus, ils ont upgradé sur des vrais besoins. Donc moi, j'ai pas vraiment quelque chose qui m'a déplu, on va dire, sur cette free agency, et on en parlera après de la draft. Et toi, PA ? Pareil, on avait peur, je pense, pour les Lions qui perdent au moins leur coordinateur offensif. Ils ont réussi à le garder. Donc pour moi, c'est une off-season sur la free agency en tout cas hyper réussie. Et puis chapeau bas, parce que leur cornerback numéro 1, Cam Sutton, il a bon sans plus, a eu des problèmes extra-sportifs. Ils n'ont pas hésité à le couper. Hein. Voilà, ça a fait 24 heures, ils ont réfléchi, ils ont dit ok, stop, allez, au revoir. Donc ça montre aussi que voilà, la franchise elle s'impose, elle veut se faire respecter. S'il y a un joueur qui fait une connerie, ils n'hésiteront pas à le virer. Donc voilà, ils ont eu des situations à gérer entre justement Ben Johnson et Sutton qui n'étaient pas évidents. Je trouve qu'ils l'ont géré d'une main de maître. Donc bravo à eux, franchement belle free agency. Ouais, c'est d'accord. Ils perdent Jonah Jackson, leur left guard, qui prend un gros contrat du côté des Rams, un énorme contrat à 17 millions par an. Ils le remplacent par Kevin Zeitler des Ravens, qui est plus un right guard, mais qui veulent visiblement faire jouer à gauche, ou alors c'est Glasgow qui va jouer à gauche. Je sais plus, j'avais vu l'info, mais j'ai raté là. C'est Glasgow qui va jouer à gauche. Bon.
c'est bien remplacé, je trouve, pour moins cher. Donc, bon, il a 34 ans, donc évidemment, il va coûter moins cher. Mais ça te rajoute de l'expérience sur la ligne et je pense que ça te fera pas de mal pour avancer. Et tu te sépares de CJ Gardner-Johnson aussi, qui a quasi pas joué pour toi. Pour 9 millions, il retourne aux Eagles, qu'il avait insulté avant de partir de chez eux. On en parlait quand on avait fait l'épisode avec Victor Houllier. Bon, écoute, vas-y, va jouer là-bas et amuse-toi. Voilà, quand tu regardes sur le papier, il y a des pertes et tu te dis ah ouais, et en fait quand tu regardes un peu plus en détail, ça va. À part Reynolds, moi où vraiment j'ai du mal avec Reynolds et le manque de receveurs, c'est vraiment un truc où ouais, ça me fait chier quoi. Après, si on regarde tout leur free agent, quasiment c'était que des doublures. Donc si tu veux, sur ton équipe de départ, t'avais pas de grosses pertes à faire. Et au lieu de s'activer à re-signer des doublures, ils ont préféré re-signer pour le coup des gros joueurs qui étaient encore sous contrat, mais de s'assurer leur avenir. Donc on voit vraiment une franchise qui a un cap, on voit vraiment un front office qui sait où il va, et pour le coup c'est cohérent dans tout ce qu'ils font. Donc non, c'est bien géré. C'est assez surprenant de la part de Détroit, quoi. Une franchise de Détroit qui fonctionne. C'est depuis qu'il reparle à Calvin Johnson, ça tout marche mieux. C'est là ils l'ont honoré dans le ils l'ont honoré dans leur Hall of Fame, je crois. Et bon, écoute, depuis ça fonctionne. Avant, il disait, c'était un peu comme je sais plus qui, un coach du Benfica dans mes souvenirs, qui a maudit Benfica pour les 100 prochaines années en 60. Et depuis, ils ont pu faire une finale de Coupe d'Europe où ils ont pu rien gagner, je sais plus. Enfin, ça se trouve, là, c'était pareil. Ils se sont dit, on va éviter les malédictions. On va pouvoir passer à la draft maintenant. Il y a eu 6 picks qui ont été faits. Et en préparant l'émission, je me suis dit, le premier choix m'a étonné, je l'avais complètement zappé. Donc au premier tour, avec le pick 24, il récupère Terrion Arnold, cornerback d'Alabama. Au deuxième tour, avec le pick 61, encore un cornerback, Ennis Rakestraw Jr. de Missouri. Quatrième tour, Giovanni Manu, offensive tackle de British Columbia. Ensuite suivi au quatrième tour encore d'un safety, Sionu Vaki de Utah. Au sixième tour, 2 picks, Mikai Wingo, defensive tackle, et Christian Mahogany, offensive guard. Donc voilà les choix. Avant de vous laisser parler sur la draft, juste un point, Terrion Arnold, moi je l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler trop avant la draft. À chaque fois dans tous les épisodes je ne parlais pas de lui, tout comme le corner qui est parti en haut 30 aux Ravens, dont le nom m'échappe là encore, Nate Wiggins. Donc mes excuses pour tous nos fans de Alabama, pour Terrion Arnold et Clemson. J'en parlais absolument pas lorsque je parlais des corners. Doug PA, je sais pas qui veut commencer sur cette draft des Lions. Vous en avez pensé quoi de manière globale, Doug, peut-être? Allez, moi pour le coup, ouais, je trouve que c'est quand même une bonne draft parce que comme on l'a dit et comme PA l'a dit au début, ils avaient surtout des besoins en défense. Et ils sont allés chercher beaucoup de défenseurs et renforcer un petit peu la ligne. Ça fait toujours du bien de renforcer un petit peu la ligne offensive. Hein. Mais pour le coup, ils sont pas attentistes. Il leur fallait un cornerback. Ils savaient que les Packers potentiellement aussi seraient allés chercher un cornerback. Ils ont monté un échange. Ils les ont court-circuités. Ils prennent Terrion Arnold. Donc ça montre que c'est réfléchi. C'est pas très cher payé parce qu'ils avaient depuis quelques années récupéré notamment ses premiers tours grâce à Stafford. Donc là, il lâche des 3e tours si je dis pas de bêtises pour l'échange. Et en plus, pour le coup, c'est le joueur qui est le complément idéal de Carlton Davis parce que il va être beaucoup plus rapide. Donc on va pouvoir le mettre sur des receveurs rapides. Donc ils prennent pas le même profil et ils viennent vraiment adresser un besoin en faisant un échange. On verra si le temps leur donne raison, mais ça a quand même de la gueule de venir prendre ce joueur. Plus derrière, en plus, Rakestraw qui prennent en suivant. Donc ils ont blindé le besoin qu'ils avaient. PA, t'en penses quoi de ton côté ? Si on prend la draft avec le trade, on peut dire que les 3 premiers tours de draft ont été adressés sur 3 cornerbacks. Ce qui est assez fou quand on y pense. Très bon choix
Arnold, il était attendu sur ce range-là, donc parfait. Et Racastro, il semblerait que le front office des Lions l'avait en deuxième meilleur cornerback sur leur charts, quoi. Donc bon, après c'est toujours pareil, est-ce que c'est une petite histoire ou pas? Et puis j'ai bien aimé l'histoire de Racastro avec son prof qu'il avait au lycée, au collège. Il lui a laissé un mot en le remerciant parce que voilà, il avait estimé que c'était le meilleur prof qu'il avait eu et qu'il espérait qu'il aille le voir à l'université quand il jouerait pour la fac. Et du coup, je crois qu'ils ont fait une photo ensemble quand il a été drafté justement au deuxième tour. Je pense que ça montre l'état d'esprit du bonhomme qui va très très bien s'intégrer, soit dans la rotation, soit directement en tant que titulaire. Mais voilà, c'est deux choix plus celui de Davis que je trouve extrêmement bien réfléchi, bien pensé. Ils ont vu qu'il y avait une faille, ils ont vu qu'ils avaient Branch en safety. On voyait que le bas blessant de la défense était le poste de corner. Il adresse sur les 3 premiers. Bon bah maintenant à eux de performer sur le terrain. C'est à eux de prouver que les Lions ont eu raison de parier sur eux. En plus, Racastro, il était annoncé fin premier. Hein. Ouais, il est bien tombé. Pour l'instant, de ce que je vois, Terran Arnold il part pour jouer corner extérieur et Racastro part pour jouer derrière Amik Robertson en nickelback. Donc voilà un peu pour l'instant pour la partie depth chart. Est-ce que vous voulez continuer un petit peu sur les autres choix? Est-ce que c'est un peu loin et compliqué de se prononcer tout de suite pour des joueurs qui vont pas forcément rentrer dans la rotation tout de suite? Moi, je trouve ça bien qu'ils prennent des joueurs de ligne offensive. C'est toujours important de garder une continuité, ou en tout cas de continuer à en drafter au moins 1 ou 2 par draft, selon le nombre de choix que tu as, évidemment. Si tu as 3 choix, tu vas pas prendre forcément un offensive line si tu n'en as pas besoin. Mais voilà, quand tu commences à en avoir 6-7, je trouve ça toujours intéressant d'en prendre au moins 1 ou 2. Mahogany, de ce que j'ai vu, ça va être un projet, mais en même temps, ils n'ont pas un besoin immédiat. Comme tu as dit, Jackson, il est parti. Il a été remplacé par Zettler pour avoir fait justement l'émission sur les Ravens. Il disait que Zettler, le joueur, il est pas mauvais, c'est juste qu'il ne s'intégrait pas dans le schéma mis en place du côté des Ravens. Donc en fait, on peut partir du principe que Zettler va être bon ou va performer avec les Lions. Donc pendant 1 an en tout cas, ils vont avoir encore une ligne offensive qui va extrêmement bien protéger Goff. Et puis Mahogany, du coup, ça va lui laisser le temps de prendre de l'expérience, de monter en compétence et puis de prendre la place d'ici 1, peut-être 2 ans s'il performe. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'anticipation. C'est le fait de se dire notre ligne offensive, c'est une des meilleures du pays. Mais il faut qu'on anticipe. On n'arrivera pas à tous les re-signer. On a re-signé Penei Sewell à un prix très fort. Il y en a d'autres qu'on ne pourra pas re-signer, donc il faut anticiper ça. Donc bien, très bien là-dessus. Vas-y, Doug. Ouais, après, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est de faire un petit peu des projections de ce qu'ils auraient pu faire à la place. Oui, ils vont chercher Rextro et du coup, pour le coup, ça vient compléter tout leur, on va dire, tout le poste de cornerback, DB. Voilà, ils ont une chambre complète. Mais vous en avez parlé tout à l'heure, il y a quand même une room receveur qui est assez faible. Et quand on voit la profondeur de la QV sur cette draft en poste de receveur, peut-être que ce deuxième choix-là aurait pu être adressé. Il restait encore un petit peu du monde, notamment Macmillan qui du coup va aux Buccaneers après. Voilà, ce receveur 2/3 en fonction de ce que Williams va faire, ils auraient peut-être pu aller le chercher là parce que le poste pour moi a un peu plus de valeur encore que cornerback. Donc voilà, si j'avais quelque chose une petite alternative, je pense qu'avec ce deuxième choix, je serais plutôt parti sur un receveur vu la profondeur de la QV. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, le manque de receveurs, c'est quelque chose où un peu de mal, mais bon, on verra ce que ça peut donner plus tard. C'est toujours pareil, à chaque fois on dit si machin se blesse, ouais, mais là franchement tu perds St. Brown, allez rideau, la saison elle est finie, ou pas loin. Ouais, moi je suis assez d'accord. St. Brown ou Laporta, même je pense, parce que St. Brown tout seul avec personne d'autre, bon courage, parce que là il serait tout seul et assez compliqué. Bon, après avoir parlé de la draft, on va pouvoir se projeter vers la saison 2024. Avant ça,
Est-ce que vous considérez que les différents besoins des Lions ont été comblés lors de cette off-season de manière globale? Donc je pense que de tout ce que tu nous dis, tu as l'air assez content de cette free agency et de cette draft. Content non, parce que moi je suis absolument pas supporter des Lions ou quoi, mais oui, ils se sont largement renforcés. De manière objective, tu dis que tu aimes le football, toi. Donc... C'est vrai. Et franchement, on passe quand même. L'année dernière, on se disait la NFC Nord, c'est pas terrible. Là, elle est assez excitante. Elle a de la gueule, cette NFC Nord. Et les Lions font vraiment figure d'épouvantail, et même en NFC tout court. Parce que clairement, là, aujourd'hui, ils se sont renforcés. Il y avait qu'une équipe devant eux, les Niners. Vous en avez parlé. Voilà, les Niners sont toujours aussi bons, mais ça se joue à pas grand-chose sur la finale de conf. Donc, ouais, c'est possible que cette année, ils arrivent à franchir ce dernier palier, quoi. Bah, on reviendra après sur le calendrier, en fait. C'est juste ça qui me pose question. Mais oui, sur la off-season, ils ont fait le taf, vraiment. Ils se sont largement renforcés. La défense a été en difficulté l'année dernière. Ils ont renforcé toute cette partie-là. Ils ont rajouté du pass rush. Ils ont rajouté de la viande avec DJ Reader. Ils vont retrouver Allen Baker avec Houston. Ils ont rajouté des corners. Tout bénef. Et puis j'ai vu qui m'a beaucoup fait rire, j'ai vu une déclaration de Kirby Joseph qui a dit qu'il voulait attraper le plus de ballons possible. Donc on va sauter pour Kirby qui gobe les ballons. Bah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Avec cette saison où j'imagine que la bye week en semaine 5 te fait peur, PA, et on va pouvoir aller voir les différents matchs. Ça commence par les Rams, puis les Bucks, puis les Cardinals, puis les Seahawks, bye week ensuite, avant d'attaquer un long stretch avec les Cowboys, les Vikings, les Titans, les Packers, les Texans, les Jaguars, les Colts, les Bears, les Packers encore, les Bills, les Bears, les Niners et les Vikings avant de potentiellement aller faire les playoffs derrière. C'était long à dire, je pense que ce sera long à affronter. PA, tu parlais du calendrier, j'imagine que il te fait un peu peur, mais pour quelles raisons globalement? Ouais, alors la bye week en semaine 5, effectivement, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, c'est pas fou pour les équipes pour se reposer, mais je trouve le calendrier assez relevé cette année, malgré tout. Tu commences contre les Rams, Tampa Bay, Seattle sur les 4 premières semaines. Il va falloir se les coltiner quand même. Dallas Vikings après la bye week, et pour finir la saison, tu as quand même Green Bay. Ça reste toujours un rival de division, donc c'est jamais évident. Buffalo, Chicago, pareil, rival de division, Niners et Minnesota. Ouais, je leur souhaite bien du courage, et au-delà de la difficulté des adversaires, c'est aussi le fait de... c'est des adversaires qui sont besogneux, tu vois, les Titans, Indianapolis, c'est des équipes qui courent beaucoup, donc il va y avoir de la perte d'énergie, il risque d'avoir aussi un petit peu de blessés. J'ai peur finalement que la bye week effectivement en semaine 5 et avec le stretch de tous les autres matchs fait qu'ils arrivent un petit peu éreintés en play-off. S'ils arrivent en play-off, je pense qu'ils feront quand même les play-offs et remporter la division. Mais ouais, je vois un calendrier quand même assez relevé cette année, malgré tout pour eux. Doug, t'en penses quoi, toi? Ouais, moi j'ai fait mon petit jeu de pronostic et je les vois faire le même bilan que cette année, tu vois, 12-5. Parce que même si effectivement c'est des équipes sur lesquelles il va falloir cravacher, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un ton au-dessus, les Lions. Donc voilà, ouais, ils vont enchaîner Green Bay, Buffalo, Chicago. Moi, je vous le dis, Chicago, je les vois pas bons cette année, donc ils pourront se reposer un petit peu à ce moment-là. Et derrière San Francisco, Minnesota, on verra bien. C'est pareil, on sait pas trop où est-ce que ça va. Ils rencontrent quand même pas mal d'équipes avec des rookies en tant que en QB. En tant que QB. Voilà. Après, moi, il y a quelque chose que je veux mettre en garde, et c'est ce que j'ai noté, c'est que pour moi, par contre, il faut que ça gagne cette année, peut-être maxi l'année d'après. Mais Dan Campbell, c'est vraiment un coach qui marche à l'affect. On le voit, c'est un coach qui marche à l'affect. Et moi, pour en avoir connu, et puis même pour le voir en dehors, sur d'autres sports ou quoi, ce genre de coach qui marche à l'affect, c'est extrêmêmement énergivore pour les joueurs. Et puis ça marche un certain temps avant de complètement exploser, parce qu'on peut pas tenir un groupe comme ça. Enfin, si vous voulez, c'est pas voilà, ce genre de coach là,
quand ça commence à pas marcher sur plusieurs saisons, ça explose complètement. Donc, je leur souhaite pas du tout, mais voilà, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à franchir ce palier-là, parce que sinon, je les vois pas même s'ils ont mis en place des choses, il faudra, je pense, passer par un autre coach pour réussir à avoir cette dernière marche. Écoute, moi je n'ai jamais connu de coach énergivore comme tu l'as. Toi, tu as le petit passif de rugby Bandoug. Donc, ouais, mais t'as déjà eu des coachs dans le même genre? Ouais, j'ai déjà eu des coachs dans le même genre. Et puis, pour prendre un exemple que tout le monde va connaître dans le soccer, tu prends un coach comme Marcelo Bielsa, c'est exactement ça. Tu vois, c'est un coach qui est à l'affect, qui est proche des joueurs, etc. C'est très énergivore et dès que ça pète, ça finit très très mal. Moi, j'en ai connu dans le rugby. C'est des mecs, tu rentres sur le terrain, t'as des couilles qui traînent par terre parce que t'as envie d'arracher tout le monde. Et sauf que ça te demande tellement d'énergie, tellement de punch à mettre tout le temps, qu'au bout d'un moment, ça te tue physiquement. Donc voilà, ça fait déjà 3 saisons qu'il est là. Ils ont énormément progressé. Enfin, ça va être sa 3e saison là. Ouais, je pense qu'au-delà, ça va être compliqué pour que ça gagne au-delà de ça, quoi. Ouais, et puis l'année dernière, ils finissent en 12-5. Il y a 5 victoires qui finissent en 7 points au moins. Donc c'est un peu comme les Vikings. Alors je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus talentueux que les Vikings il y a 2 ans, où ils finissent avec un bilan qui reflétait pas du tout la réalité du terrain. Ils s'étaient fait sortir par les Giants dès leur premier match de playoff. Mais effectivement, 5 victoires de 7 points en moins, attention à ce que le conflit ne tombe pas sur du mauvais côté. Maintenant, ils ont eu une année d'expérience aussi. C'est une équipe très jeune, comme on a dit. Ils se sont renforcés via la draft. Donc, c'est des joueurs qui vont avoir 2 ans, 3 ans dans la ligue. Et du coup, eux, ils vont avoir pris beaucoup d'expérience avec justement la défaite en play-off. Les 2 tours passés, qui a, je pense, créé une émulation énorme dans la ville de Détroit. Donc, il va y avoir aussi une attente. Mais en tout cas, les supporters, ils vont être présents. La défaite a peut-être fait mal et peut-être que ça va les booster, effectivement. Mais en fait, c'est ce combo-là d'expérience de ces jeunes joueurs, associé à un calendrier difficile et au fait que l'année dernière, il y a eu 5 victoires un peu à couteau tiré. S'ils gagnent, je pense qu'il faut qu'ils gagnent aisément. C'est-à-dire que les matchs qu'ils dominent, il faut qu'ils les dominent et qu'à la fin du 3e quart-temps, l'équipe adverse se dise on n'a plus de chance, de toute façon, ils sont meilleurs que nous, on n'a plus de chance de les rattraper. Il faut que ça devienne cette année une équipe comme ça qui, non pas que les adversaires aient peur, mais qui se disent ouais, ils ont beaucoup plus de talent que nous. Nous, il va falloir qu'on joue à 110, 120, qu'on ait même un petit peu de chance de notre côté, des petits coups de sifflet qui vont bien. Faut que ça devienne une équipe comme ça pour moi cette année, pour vraiment, vraiment s'imposer. Sachant que c'était vraiment les poulies d'or de la NFL en plus, même s'ils avaient fait une belle saison en 9-8 avant, personne ne les attendait en 12-5. Donc ils n'ont pas vraiment été pris au sérieux, même tout au long de la saison. Entre guillemets, pas pris au sérieux, vous voyez ce que je veux dire? Là, tout le monde va les attendre par contre. Donc il va falloir chaque match venir s'arracher parce que les mecs, tout le monde va vouloir les faire tomber. Après, pour continuer sur ce que j'ai dit, le fait d'avoir gardé Ben Johnson en coordinateur offensif, qui lui a un autre profil plus tacticien, plus fin, on va dire, que Campbell, et ben, si jamais ça explose, et ben, ils auront toujours Ben Johnson dans la maison qui, lui, je pense, sera enclin à continuer, quoi. Donc, non, même là-dessus, ils ont, je pense, fait du billard à 2 bandes ou 3 bandes et vu le coup venir. Donc, non, c'est très, très, très malin. Pour finir sur l'attente de la ville de Détroit, les prix des places, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ils sont à 150 € minimum. Hein. Pour une équipe qui, à mon avis, il y a 3 ou 4 ans, tu pouvais les voir pour $30. Hein, donc, Sachant qu'à Dallas, c'est le moins cher, c'est $46. Ouais. Et c'est à Dallas. C'est hallucinant. Le prix des places m'a fait halluciner en voyant ça. Donc ça montre que voilà, il y a une attente énorme derrière. Il va falloir que Campbell il canalise un petit peu tout ça. Et puis que Ben Johnson fasse encore de la magie et que la défense, s'ils finissent top 10 de la ligue, top 12, ce sera des très très gros contenders pour aller au Super Bowl. Top.
Rien d'autre à rajouter sur cet épisode pour finir. C'est une très bonne conclusion, PA, que tu nous as fait. Merci à tous les deux pour d'avoir parlé des Lions. C'était très cool. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à peu près partout à le front office, que ce soit sur Twitter, Instagram, youtube.com/lefrontoffice ou twitch.tv/lefrontoffice, avec la saison qui va redémarrer bientôt, parce que là on est le 22 juillet lorsque l'épisode sort. La hype de la NFL va commencer à reprendre là. On risque d'être un peu plus présent sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous suivre, comme ça vous êtes au courant quand on est en direct. Des petits concepts que Doug a envie de faire depuis un petit moment, qui nous tanne pour pouvoir faire, donc on va enfin pouvoir le mettre en place là maintenant, que vous pourrez voir ça. Ce sera cool. Doug, on peut le suivre, Doug F34 sur Instagram, peut-être bientôt Doug F34 sur X. Si vous avez envie de ça, mettez la vidéo des Packers en continu sur YouTube pour que ça fasse des vues. Et puis voilà. Et Alex, il va créer un bot. Ouais, clairement. Vous payez 5 € pour avoir 1000 vues. Je vais payer 5 € pour avoir 1000 vues, c'est la seule vidéo qui aura 1000 vues sur la chaîne. Et voilà. T'auras pas de preuves de toute manière. Et voilà, vous pouvez suivre PA sur Twitter, PA Loquet, LOQUET. Donc voilà, si vous avez envie de suivre PA également, c'est là. Voilà, c'est tout. Et du coup, on se retrouvera dans 2 jours pour parler des Jets. Les Jets, pareil, on est entre nous. Ce sera Doug encore, qui a allumé la lumière, parce qu'on va enchaîner l'épisode direct après, nous de notre côté. Ah putain, tu dévoiles tous les secrets. Ah, quel secret. Je comptais changer de t-shirt et tout. Ah, t'avais tout prévu. Vous n'avez donc rien entendu. Cet épisode sera enregistré plus tard, bien plus tard, loin. Et on aura GG par contre à la place de PA. Et voilà. Donc voilà pour le programme dans 2 jours. Et puis écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et vive le football.